Alors, Max Weber. On va complètement changer d'univers, de méthode, de manière de faire, de manière de se présenter sur un terrain. C'est un autre métier, c'est une autre sociologie que je vais vous présenter par rapport à celle de Durkheim. Je vous présenterai très très brièvement le bonhomme dans un instant, mais ce qui est premier, le plus important, c'est qu'ici on ne cherche pas à expliquer, on ne cherche pas à rapporter à des lois, on ne cherche pas à rapporter à des systèmes de cause à effet qu'on pourrait identifier comme étant universels. On cherche à comprendre. On cherche à comprendre. Et c'est pas une posture d'humilité. Il ne s'agit pas de dire en sciences humaines on est faible, on est moins fort que les sciences de la nature, donc on se contente de comprendre plutôt que d'expliquer. On est à l'époque en Allemagne dans une situation, dans un paradigme si vous voulez, un système de production sociale et culturelle de la science tel que les humanités, les sciences humaines, la philosophie, etc., ont toute leur dignité et que par conséquent, c'est presque un orgueil de la science de l'esprit, des sciences de l'esprit qu'on oppose aux sciences de la nature. C'est Wissenschaft, Naturwissenschaft et Geistwissenschaft. Les Geistwissenschaft, c'est les sciences de l'esprit. Les sciences de l'esprit, en quelque sorte, ont par orgueil l'idée de dire mais les sciences de la nature sont totalement incapables de parler de la réalité sociale. Elles sont totalement incapables de la réalité sociale parce qu'elles ont des outils beaucoup trop grossiers, elles s'attendent à des régularités beaucoup trop fortes, elles vont chercher une relation de cause à effet et chercher à la reproduire ailleurs, alors que dans le champ social, un effet a la plupart du temps une multitude de causes. Les mêmes causes produisent des effets différents à différents moments de l'histoire sociale ou dans différents contextes sociaux. Et par ailleurs, les causes d'un même fait varient dans le temps. Donc on a une grande variabilité, si vous voulez, des conditions de ce qu'on observe. En d'autres termes, il faut une science beaucoup plus fine, il faut un art de l'interprétation pour au moins réussir à dire quelque chose de l'activité sociale, c'est-à-dire de l'activité humaine en tant qu'elle a un sens collectif, mais qu'on va d'abord aller chercher dans des significations produites par les individus. Donc on renverse complètement la table. On ne part pas du tout pour considérer la partie, on part de la manière dont les individus pensent, ressentent, disent les choses, pour à un moment donné produire des typologies de motivation de l'action, des typologies de motivation de l'obéissance, des typologies de manière de penser, qu'on va de plus en plus abstraire pour créer en quelque sorte des outils pour la pensée, des outils pour rendre le réel intelligible, compréhensible, qu'on puisse le rapporter à soi. C'est ça l'enjeu de la science de l'esprit dite sociologie pour Max Weber. Donc on va passer d'une méthode qui allait au tout à la partie à une méthode qui prend le chemin inverse, on part des individus pour comprendre le tout. On va passer donc en termes sociaux, c'est passer d'une approche holistique à une approche atomistique. Atomistique, c'est partir des atomes sociaux, des individus. On va quitter l'approche explicative pour aller vers une approche compréhensive. On va quitter la volonté d'objectiver le social avec les faits sociaux pour chercher toujours des idéotypes. Qu'est-ce que c'est qu'un idéal type ? C'est un mode d'intelligibilité du réel. En gros, c'est une abstraction conçue à partir de ce qu'on a perçu de la réalité sociale. C'est pas un concept, ça n'existe pas en dehors du social. C'est inspiré du social, mais c'est de plus en plus abstrait, simplement dans la volonté de pouvoir penser plus agilement ce qu'on a sous les yeux, plus finement. Et une fois qu'on a créé un idéal type, par exemple un genre de motivation de l'action, on sait très bien qu'on ne le retrouvera jamais de manière pure dans la vie sociale. Ça n'a pas d'importance. On ne cherche pas une correspondance entre la modélisation et ce qui est. On cherche à rendre ce qui est pensable, appropriable. Le seul point commun qu'on pourrait établir entre Durkheim et Weber, au-delà de leur volonté de créer une discipline sociologique et avec des assises méthodologiques, c'est l'idée selon laquelle il faut mettre la sociologie au service de la société, qui a un service à rendre. Mais je dirais que chez Durkheim, il s'agit de rendre des comptes au sens commun dans un but d'inspiration socialiste.
savoir l'amélioration des conditions de vie des gens dans le cadre des révolutions industrielles. Là où, chez Max Weber, ce serait plutôt dans un sens plus patriotique, mettre les connaissances sociologiques au service de l'Allemagne, dans un but patriotique, tout en prenant en compte la question sociale comme quelque chose de fondateur dans la nation allemande. Un autre point les distingue énormément, bien qu'on ait l'habitude de faire comme un raccourci entre les deux, c'est la démarche d'éradication des prénotions chez Durkheim. Vous savez, on enlève tous les jugements a priori, tout ce qu'on importe dans l'expérimentation, et ce que Max Weber va appeler la neutralité axiologique. La neutralité axiologique, c'est la discipline qui rend capable celui qui l'applique d'étudier les valeurs sans porter de jugement de valeur. C'est extrêmement difficile et ça demande une attention de tous les instants. Étudier les valeurs sans porter de jugement de valeur. Tandis que dans une approche durkheimienne, je sais pas, par exemple, vous étudiez les crimes, vous dites dès le départ, le crime est un fait social normal, voilà, vous écartez vos prénotions, il n'y a pas a priori de progrès moral dans l'histoire qui puisse être déployé de manière nécessaire, etc. Bon. Et puis vous regardez ensuite les variations concomitantes entre les statistiques et vous en tirez des conclusions. Vous êtes débarrassé de l'enjeu moral. Quand vous êtes en train d'étudier des valeurs, vous n'êtes jamais débarrassé. Représentez-vous, vous êtes sur un terrain, en train d'interviewer des gens. D'un côté, vous allez regarder une réalité statistique, simple, facile. Et puis de l'autre, vous allez sans arrêt essayer de comprendre les jeux de signification et devoir retenir l'expression de vos valeurs dans l'analyse des valeurs des autres. Par ailleurs, gros point de distinction, les valeurs ne sont pas un sujet pour Durkheim. La motivation de l'action, le sens que les gens donnent à leur action, n'est pas à proprement parler un sujet pour Durkheim. En tout cas, pas pour le Durkheim des règles de la méthode sociologique de 1895. Donc, voilà, on va s'intéresser aux valeurs, et d'un seul coup, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, comme vous êtes le dernier cours de la journée, j'ai une batterie d'exemples à vous donner selon les différents exemples que j'ai donnés dans la journée. Donc on va commencer par le plus rigolo, puis on ira vers le plus glauque progressivement. Exemple. Vous voulez avoir une approche statistique de la pornographie. Voilà. C'est pas difficile, vous regardez les sondages, les évaluations par les sites de pornographie, vous allez regarder combien d'hommes regardent, combien de femmes regardent, quel âge ils ont, dans quel type de ville ils habitent, est-ce qu'ils font ça en couple, en famille, seul, au travail, à la maison, approche statistique. Bon. Quels sont le nombre de positions qu'ils voient, combien de temps dure leur visionnage, quel type de position ils préfèrent regarder, etc. Approche statistique. Et puis, autre approche, quelles sont les valeurs et quelles sont les significations qui sont en jeu. Alors là, il va falloir aller poser la question aux gens. Ah oui, vous ne pouvez pas vous contenter là de stats. Il faut aller voir les gens, puis leur demander, pourquoi tu fais ça, puis qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça, et pourquoi tes goûts, quel goût, comment... Puis il ne va pas avoir envie de vous répondre au début. J'ai fait beaucoup d'enquêtes sur le sujet. Au début, on te dit ah moi jamais, ah moi non, pas moi, les autres. Puis après, oui, bon, c'est vrai, oui, bon, quand j'étais petit, ouais, d'accord, une fois par semaine, oui, au travail, oui. Mais alors, tu connais pas, j'ai regardé une nouvelle. Bon, voilà, ça se débloque comme ça. Si vous ne portez pas vos jugements de valeur sur les gueules. Et c'est difficile. Et je vous raconterai des choses plus dures tout à l'heure, des terrains plus difficiles. Approche donc par les valeurs. Si vous avez fait les deux d'un coup, c'est très intéressant et très difficile. En même temps, très intéressant. Très intéressant parce que, statistiquement, vous repérez des anomalies. Alors que vous êtes face à un milieu, par exemple, qui se présente comme marginal, underground, tout ce que vous voulez, un peu pirate, en fait, vous vous rendez compte qu'ils assurent des fonctions de police sociale. Voilà. Ils norment la sexualité, en gros. Il y a une sexualité majoritaire avec des pratiques de masturbation ultra majoritaires qui font que la quasi-totalité des hommes, de la même manière, devant les mêmes contenus, font les mêmes choses à peu près le même temps. Avec une énorme unité. Voilà. Ce qui se traduit très très lentement et très progressivement par une standardisation des pratiques sexuelles. Alors, c'est la même ou pas? Ah ouais. Il y a une dame qui fait le ménage, dans différents... mais c'est la même. Et voilà, il faut faire attention aux gens dans la vie.
Donc vous vous rendez compte qu'en fait, c'est des producteurs de normes, c'est vraiment de la police sociale, quoi, et qui atteint un niveau de normalisation dans la pratique sexuelle, y inclus masturbatoire, inouï dans l'histoire de l'humanité. C'est les plus grands normalisateurs que l'histoire de la vie sexuelle ait jamais connue au monde. Même l'Église n'avait pas réussi à être à ce point-là normalisatrice. Bon. Pourtant, essayez. Or donc, une fois qu'on a établi ça, on revient sur les significations. Personne dans ce milieu-là, parmi les producteurs, actrices, acteurs, réalisateurs, directeurs de production, il y en a très peu, mais enfin, ne vous dira « Ben oui, c'est ça que je fais. Je fais de la norme, je fais de la police des mœurs, figurez-vous. Je suis un allié objectif de l'État, je fais de la police des mœurs. » Ben non. Donc vous êtes complètement... La statistique vous révèle quelque chose qui est complètement à l'écart des représentations des gens qui la font, qui produisent cette réalité sociale. Et en fait, c'est simplement en sortant du cadre parisien, qui était à l'époque ma culture, pour aller interviewer des gens ailleurs, et loin des métropoles, que là, on tombe sur l'explication. Où effectivement, les gens vous disent « Bah oui, mais enfin, c'est une affaire banale, bah oui, tout le monde fait ça, bah oui, mais enfin... Et oui, on va au Dorsal Store en famille. Dorsal Store, c'est un sex store, un love shop, je sais pas comment ça s'appelle, un truc comme ça. Et on y va comme on va chez Carrefour. D'ailleurs, on va chez Carrefour et après on va acheter des chaussures là-bas parce que c'est moins cher que les Loups-Boutins. Alors, et d'ailleurs, on a une carte de fidélité qu'on a pris pour le mariage. Et là, vous vous rendez compte à quel point c'est dans les normes. Et vous rentrez dans une histoire beaucoup plus intéressante de comment les métropoles ont créé la normalisation de la vie sexuelle. Et vous vous rendez compte que le porno sert à ça. Bon. Vous voyez comment vont se compléter approche weberienne et durkheimienne comme ça. Bon. Difficulté... Bon, mais donc, vous avez un certain nombre d'a priori moraux, imaginons, ou humains, sur ce qui se passe dans les EHPAD. Alors, vous pouvez faire des statistiques. Voilà. Puis il y a des corrélations qui vont apparaître et qui vont être étranges. J'imagine. Imaginons que je ne connaisse rien à ce terrain. Imaginons, par exemple, que surgissent des statistiques aussi étranges que... moins le personnel a de temps pour effectuer les tâches, plus on observe de pratiques maltraitantes, plus les personnes âgées ont de relations sexuelles entre elles en EHPAD. Ou encore, mieux elles sont traitées, moins elles subissent d'actes dégradants ou de situations perçues comme dégradantes, plus elles meurent vite. Voilà, vous allez, alors c'est fictif, hein, vous allez observer comme ça des choses qui sont étranges. Si on vous dit plus c'est maltraitant, plus le personnel est en turnover, là ça se comprend tout de suite. Bah oui, les gens souffrent de mal faire leur travail et donc ils s'en vont très vite parce que c'est usant et qu'ils ne veulent pas vivre ça. Donc là vous comprenez, mais les autres c'est pas évident. Va falloir aller interviewer pour comprendre. Seulement entrer dans des milieux qui sont en souffrance comme ça et obtenir des réponses à vos questions, il faut absolument que la neutralité axiologique soit incarnée. Et pas seulement au début du protocole. Pas seulement quand vous choisissez les items que vous allez mesurer. Tout le temps. Sinon, vous perdez votre terrain. De la même manière, étude de l'excision en Égypte. Voilà. C'est pas du tout un terrain que j'ai prévu, j'ai dû le bricoler parce que ça s'est posé au milieu de mon terrain, comme ça, comme un truc monstrueux que j'avais pas vu venir. Voilà. Et notamment parce que... dans une partie du terrain qui concerne la population copte, j'ai une interprète copte qui va bientôt exciser sa fille. Et d'un seul coup, j'écarquille les yeux sur une réalité que je n'avais pas du tout vue. J'apprends que, grâce à l'approche statistique, 96% des femmes à l'époque, enfin c'est le chiffre le plus sûr auquel j'arrive, grâce à l'Institut de sexologie de Berlin, 96% des femmes à l'époque sont excisées là où je suis, alors que 20 ans avant, c'était moins de 18%. Voilà, donc fait comme ça aberrant parce que à la fois c'est un phénomène ultramassif, mais il est nouveau. Et donc les femmes qui amènent les femmes à cette pratique sociale-là, parce que c'est beaucoup conduit par les femmes, même si les hommes, bon, c'est quand même beaucoup les hommes qui ont le pouvoir en Égypte. Attendez un instant, je termine ma phrase. Les femmes qui ont connu la période où ça n'était qu'une pratique ultra minoritaire et moralement identifiée comme étant sale, étrangère et presque criminelle. Oui. L'excision. Vous savez ce que c'est ou il faut que j'explique? Ok. Le mot me fuit tellement, là, j'essaye de ne pas le dire, parce que c'est... Bon. Et alors là, vous pouvez regarder les courbes, vous pouvez objectiver, ou vous pouvez essayer de comprendre les valeurs.
Alors j'avais déjà les courbes, j'en avais assez d'être dans mon petit bureau prêté très très gracieusement par la magnifique bibliothèque d'Alexandrie en ma qualité de doctorant, donc j'ai décidé d'aller poser des questions. Et vous savez quoi, les femmes, elles voulaient pas me parler. Elles voulaient bien me parler de tas de trucs, c'est des femmes que j'avais déjà interviewées, hein. Mais alors ça, jamais. Parce que j'étais tellement marqué par ma culture qu'il m'était impossible de présenter sans jugement de valeur des questions sur ce sujet. Et vous savez où j'ai appris à poser les questions sur ce sujet avec les termes qui n'impliquaient pas de jugement de valeur dans la culture dans laquelle je me trouvais? Chez le barbier. Eh ben oui. Parce que c'est avec le même rasoir. Et donc, à un moment donné, je me plains avec le barbier, je dis « Ah, voilà, je fais chier, c'est parti du terrain, j'arrive pas à faire... » Puis elle me dit « Bah oui, mais regarde, c'est comme ça, on en parle, le nom de la cérémonie, c'est ça, ce qu'on utilise, c'est ça, les habits, c'est ça, donc t'as qu'à en parler, moi je t'en parle. » Ah, avec ces termes en main, enfin en bouche, l'échange est possible. Et il faut en parler sur le terme de la banalité, etc. Et à ce moment-là, effectivement, on se retrouve dans une position presque intenable dans laquelle on arrive à maintenir extérieurement une neutralité axiologique qui est en fait un composé avec le terrain, c'est-à-dire ne pas porter de jugement de valeur apparent pendant qu'on est en train de faire un terrain, et qu'on doit ensuite répercuter sur ce qu'on écrit pour continuer à ne pas porter de jugement de valeur sur les valeurs qui sont déployées, sans quoi, en fait, on voit rien et on comprend rien. On voit rien parce qu'on n'a pas accès au terrain, et on comprend rien parce que n'ayant pas accès au terrain, on n'a pas accès au terrain. Voilà. Je pourrais vous donner, en fait, sur tous mes terrains, ces espèces de... Quand je vous dis c'est pas le même métier, c'est pas le même métier. Selon qu'on ait telle approche sociologique ou telle autre. Voilà. C'est pas du tout la même chose qu'on fait. Bon. En fait, c'est impossible d'exclure totalement la dimension d'étude des valeurs, du sens. D'abord parce qu'on en amène toujours soi-même. Et ensuite parce qu'on n'est jamais totalement insensible, même bien assis derrière sa bibliothèque. Il est possible, mais à mon sens, jamais totalement justifié, d'abolir la dimension statistique. Jouer avec l'objectivation, ça sert souvent à faire apparaître des choses que notre œil n'avait pas vues, ne pouvait pas voir. Voilà. Donc dans le fond, le mieux, c'est de faire collaborer les deux approches. Bien. Je le sens bien, ce cours-là. Le timing est bon. Je dis ça, j'ai même pas regardé l'heure. Bien. On revient à Max Weber. Alors, on a l'essentiel des choses qu'on veut retenir. À savoir, approche compréhensive, atomistique, dans le cadre d'un art de l'interprétation du social, où on cherche à identifier les significations, le sens, les motivations, ensemble à partir desquels on dessine des idéotypes pour un jeu de l'esprit qui nous permet de nous approprier, de comprendre la réalité sociale. C'est vraiment une science de la culture, dans le fond, mais de la culture vivante, en acte. Et toujours dans une dimension historique. Il ne faudra pas que j'oublie tout à l'heure de vous parler des enchantements du monde. Si je ne vous en ai pas parlé à la fin du cours, dans une heure, jetez-moi un bout de craie. Là, vous avez une craie. Comme ça. Des enchantements du monde. Voilà, merci. Alors. Mais vraiment, quand on se disait, voilà, avec Durkheim, la sociologie, c'est l'étude des faits sociaux, avec Max Weber, la sociologie, c'est l'étude de l'activité sociale, c'est-à-dire l'activité humaine en tant qu'elle a un sens. Donc on l'a, en fait, en tant qu'elle est interprétée. C'est une interprétation de l'interprétation, si vous voulez. Et en même temps, même si c'est humble et que les résultats seront nécessairement plus mesurés que ceux d'une biologie du social, c'est un défi extrêmement intéressant, quoi, d'essayer de saisir un objet aussi fluctuant. Alors, première série d'idéotypes que vous aviez dans les textes que je vous ai proposés, à savoir les extraits d'économie et société relatifs aux motivations de l'action, la typologie des motivations de l'action. Pourquoi je veux ?
Alors, on va juste en rajouter un par rapport aux 3 qu'on a dit tout à l'heure. D'ailleurs, je crois que vous y avez déjà accès. C'est donc la typologie des motivations de l'action, motivation rationnelle, traditionnelle et charismatique. Et on Dans mon livre, c'est marqué domination traditionnelle. Ça, c'est après. Ah, d'accord. Dans économie et société, Oui. il y a d'abord les types de motivation de l'action Oui. qui vont ensuite définir les types de domination. Et donc, vous allez voir le lien entre les deux. On va définir 3 types de motivation de l'action qui vont informer les 3 types de domination. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Oui. Ah, d'accord. En fait, dès lors que vous comprenez que la motivation affective de l'action correspond à la légitimité charismatique de la domination, dès lors que vous avez compris ce petit twist, vous verrez qu'il y a une parfaite continuité entre les 3. Ça permettra notamment de mettre en tension, de mettre presque en opposition ce que vous avez lu, c'est-à-dire les types de domination. On va voir que domination charismatique, légitimité charismatique de la domination et légitimité traditionnelle de la domination sont dans des rapports de conflictualité, s'affrontent quasiment, en tout cas s'opposent. Alors, bon, on va commencer par le plus simple, motivation traditionnelle de l'action. Ça veut dire, je veux agir ainsi parce qu'il en a toujours été ainsi. J'ai une formule lapidaire, bien qu'un peu usée pour décrire ça. Je dis, la motivation traditionnelle de l'action, c'est la volonté de maintien de l'ordre. On veut maintenir l'ordre. Voilà. Les choses les plus triviales aux choses les plus sérieuses. Par exemple, j'ai des petites habitudes. J'aime bien quand c'est comme ça. Vous voyez que c'est toujours mélangé, peu importe. J'agis ainsi parce qu'il en a toujours été ainsi. Je prends ce bus parce que j'ai toujours pris ce bus. Je fais ça parce que j'ai toujours fait ça. Parce que j'aime maintenir cet ordre-là. J'aime maintenir cet ordre dans ma vie. Donc, quand la motivation, c'est le maintien de l'ordre, mais ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fils aîné qui commande sur les fils cadets parce qu'il en a toujours été ainsi. J'agis ainsi parce que c'est normal. J'agis parce que c'est ainsi que je dois faire. Je maintiens l'ordre qui préexiste à travers mon action. Je m'habille ainsi parce que c'est la tradition et je maintiens l'ordre. Voilà, je maintiens l'ordre qui me préexiste. Bon, la motivation affective, c'est tout simplement, j'agis ainsi parce que j'en ai envie, ça me plaît, ça me satisfait. Ça correspond chez moi à un affect. J'ai agi ainsi parce que j'étais joyeux, j'ai agi ainsi parce que j'étais triste, j'ai agi ainsi parce que ça me faisait plaisir. Voilà, c'est l'affect. Mon affect motive mon action. Bon. Il peut être aussi un affect collectif. On a agi comme ça parce qu'on était déçu, on a agi comme ça parce qu'on avait envie de ceci ou de cela. Bon. Ce type de motivation de l'action peut être tout à fait mise en valeur dans une société ou totalement décriée dans une autre. Voilà. Je vous donne un exemple bête mais qui me passe par l'esprit. Est-ce que vous avez vu 300 il y a longtemps? Bon. Alors, il y a dans la culture grecque la figure du soldat. C'est celui qu'on voit à la fin. Celui à qui le roi Léonidas a demandé de ne pas mourir pour porter le message, etc. etc. Et en fait, il est assez maltraité après sa mort parce qu'il s'est mal comporté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti tout seul au combat. Il a brisé les lignes, il est parti dans une furie guerrière pour se venger, etc., etc. Ce que les Grecs n'identifiaient pas du tout comme une motivation héroïque, mais au contraire comme une espèce de lubie personnelle complètement délirante. Et voilà. Donc c'est vraiment la motivation affective à cet endroit-là, l'affect. J'ai agi ainsi parce que j'en avais envie,
complètement ridicule. Quand on est dans le collectif, on tient le collectif et on agit ainsi parce qu'on agit ainsi, parce que le collectif fonctionne comme ça, rationnellement, point. Et traditionnellement par ailleurs. Vous avez un espèce de bloc à cet endroit-là, tradition et efficacité dans la phalange, il ne faut pas que ça bouge. Personne ne peut agir selon son bon vouloir. Enfin, on n'a plus le droit des funérailles si on fait ça. C'est pas bien de se détacher et d'aller tuer plein d'ennemis. C'est nul. C'est nul parce que la motivation n'est pas la bonne. Et heureusement, comme c'est un film américain, à la fin, on dit que c'était cool. Ouais, bon, ça va. Alors, on revient à nos moutons. Enfin, la dernière, qui est motivation rationnelle de l'action. Motivation rationnelle de l'action, c'est lorsque j'intègre délibérément un système d'action rationnel et je m'abandonne à sa rationalité. Alors, ça, c'est ce que devient la définition de l'action motivée rationnellement lorsque Max Weber développe son analyse sur un fait qui lui semble majeur, historique, notoire, déterminant pour l'évolution des sociétés humaines, qui est la rationalisation de l'action et la bureaucratisation de l'action. En gros, il nous dit nous allons de plus en plus intégrer en tant qu'agents économiques et techniques ou tout simplement agents techniques des ensembles rationalisés dans lesquels nous serons simplement des pièces qui allons fonctionner sans référence à la tradition, sans référence à l'affect, simplement obéir au N+1 parce qu'en entrant on a signé en reconnaissant la légitimité de la rationalité de l'ensemble qui nous est externe. En fait, il nous dit qu'il y a une bureaucratisation du monde qui va avoir lieu. Ce processus de rationalisation du monde, ce qui fait qu'on est toujours capable de ne pas savoir quelque chose, mais imaginer qu'on pourrait nous expliquer la rationalité de l'ensemble si seulement on posait la question, c'est précisément ce qu'il appelle le désenchantement du monde. Vous pouvez abandonner la craie. Le désenchantement du monde, c'est le renoncement que chacun a à faire le pari du récit, à faire le pari de la fable, de l'histoire, de l'interprétation libre des données de l'expérience, en disant, ben non, mais je ne sais pas pourquoi il pleut, mais je ne veux pas imaginer que c'est Zeus qui a envie, ou que c'est le dieu Youplaop qui fait des dessins, ou que c'est moi qui les attire par mon état d'humeur, les nuages. Non, j'interprète. Je suspends ma connaissance et mon interprétation du monde. Et je me dis que si je posais la question à un météorologue, il pourrait m'expliquer rationnellement pourquoi là, il y a ce nuage-là maintenant tout de suite. Voilà. Je peux même lui demander où est-ce qu'il sera demain. Et il m'expliquera. Bon. Donc on renonce à investir ce qui est avec notre imagination, avec notre capacité à interpréter imaginairement le monde. On pourrait même dire à l'interpréter. Bon. Ces trois types de motivation de l'action, j'agis parce qu'il en a toujours été ainsi, j'agis ainsi parce que ça me plaît, j'agis ainsi parce que c'est rationnel. Ah, j'ai oublié de détailler deux choses. Oui, excusez-moi. On revient un tout petit peu en arrière. Donc, historiquement, il se centre comme ça sur la bureaucratisation, sur le processus de rationalisation du monde, sur le développement de cette relation en quelque sorte légale, réglementaire à l'action. On devient soi-même un agent d'une rationalité externe dont on reconnaît la légitimité pour nous gouverner, pour diriger à notre place, pour nous administrer. Mais originellement, il y en a deux. Il y a deux motivations rationnelles de l'action. Il y a la motivation rationnelle en finalité et la motivation rationnelle en valeur. Bon, alors la motivation rationnelle en finalité, c'est dans un cadre d'action restreint. J'ai sur la table un but que je me donne, une fin et puis des moyens. Et je mets en accord ces deux en cherchant un maximum d'efficience. À cet endroit-là, je suis dans la rationalité en finalité. Mon but, c'est de déployer la rationalité la plus efficace pour mettre en relation des moyens et des fins. La rationalité en valeur, c'est lorsque je déploie la même chose dans un cadre défini par des valeurs. Voilà. Par exemple, si je pense que mon violoncelle est un petit dieu vivant et qu'il aime beaucoup regarder l'arrière de Tolbiac,
et que si je fais ça régulièrement, il me donnera une place en paradis, les violoncelles. Alors en faisant ça, en mettant le violoncelle, le regard, parce qu'il a les yeux derrière, voilà, pour regarder l'immeuble d'en face, où il a peut-être même une amoureuse, allez savoir, on sait, bah oui, les petits dieux violoncelles ont des amoureuses, on se dit que rationnellement, si je fais ça, j'obtiendrai une place en paradis violoncelle. Voilà. Donc, dans un cadre de valeur, imagine quelque chose. Alors, je prends un exemple caricatural pour faciliter la pensée, mais en réalité, on agit toujours dans un système de valeurs. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles Max Weber va laisser ça de côté, c'est qu'en réalité, par exemple, si je cultive une terre et je décide d'optimiser le rendement, et alors j'utilise des machines pour expurger le sol de toute biodynamie, pour tout maîtriser, des drones pour maîtriser les paramètres d'hygrométrie, d'humidité, etc. Puis qu'ensuite, une fois que je l'ai bien tué, j'ai broyé tous les cailloux avec ma grosse broyeuse à cailloux, je mets de l'engrais, et sur l'engrais, je mets des plantes modifiées génétiquement pour bien maîtriser tous les process, etc. Alors ça, j'ai peut-être augmenté mon rendement. Pas pour longtemps, mais j'ai peut-être augmenté mon rendement. J'ai peut-être augmenté la rentabilité de mon action. Tout à fait, on peut en avoir une analyse rationnelle. Vous voyez bien à quel point ça correspond à un engagement politique, à un engagement de valeur morale, à un engagement de valeur esthétique par rapport à un ensemble qui, aux alentours, par exemple, n'aurait pas été le même. C'est extraordinairement distinguant, politiquement, économiquement, même anthropologiquement, dans le fond. C'est pas neutre. Il n'y a pas de rationalité qui soit neutre. Penser, par exemple, qu'on peut détruire un milieu pour faire une exploitation sur un sol, ça n'est pas neutre en termes de valeur. C'est une valeur. C'est un ensemble de valeurs qui entrent en action à cet endroit-là. Bien. Et tout le défi de la sociologie weberienne, c'est d'étudier ces valeurs et de les ressortir tranquillement, sans porter de jugement de valeur. Ni sans découvrir qu'objectivement, en fait, les gens, ils ont des valeurs, mais c'est même pas vrai, en fait. C'est quelque chose qui va souvent arriver. Si, par exemple, vous regardez des mouvements traditionnalistes, ou des manières de retour à la tradition, etc., les gens qui veulent faire comme avant, font jamais comme avant. Parce que c'est pas possible. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez observer, en fait, des nouvelles pratiques qui n'ont jamais eu lieu, mais, certes, mais qui se revendiquent, et c'est extraordinairement important, comme étant légitimes parce que reliés à un passé et un ordre ancien. Ce qui est intéressant, c'est le sens que les gens donnent à leur action, du point de vue weberien. Bien. On y consacrera du temps la semaine prochaine parce que c'est ainsi, et que vous le verrez avec Sophie Poireau-Delpech, et donc il faudra que je réagisse à ça. Mais le petit texte que vous avez sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme est particulièrement intéressant à cet égard, tant vraiment Max Weber va aller chercher, et vous pouvez lire tout le bouquin, il n'est pas très long, Max Weber va aller chercher les manières de penser, vraiment les significations engagées par les différentes sectes protestantes qui ont développé le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, du moins c'est ça l'hypothèse que Max Weber fait. Et quand on lit les textes et les témoignages des pasteurs qui parlent, c'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement sidérant dans la quasi-déification de l'argent et du profit. C'est très intéressant d'aller vraiment faire l'effort d'aller chercher les significations sans tout de suite s'arrêter avec un jugement de valeur. Bon. Voilà. Ça y est. Alors, on passe maintenant des motivations de l'action, pourquoi j'agis, à pourquoi j'obéis. Qu'est-ce qui motive mon obéissance ? 3 types. Les mêmes. Traditionnel, rationnel et charismatique, puisque affectif devient charismatique. Et là, on va voir entrer en opposition traditionnelle et charismatique. Il est très facile de comprendre ce que c'est que la légitimité traditionnelle de la domination. J'agis ainsi parce qu'il en a toujours été ainsi. Les gens de mon ordre ont toujours obéi aux gens de cet ordre-là. On obéit au roi parce qu'on a toujours obéi au roi. On obéit. Enfin, voilà, c'est vraiment pas besoin de. Mais ça peut être aussi à l'intérieur de la famille. On obéit aux parents parce que c'est les parents et que les enfants doivent obéir aux parents. Et, comme ça.
où le frère aîné commande au frère cadet, ou comment des mots. C'est pas très difficile à saisir, mais c'est surtout en fait l'ordre antérieur justifie la domination. C'est ce qui précède qui justifie. C'est l'ordre qui précède qui justifie l'ordonnancement présent. C'est exactement ce que vient combattre la domination charismatique. J'obéis à un chef charismatique parce qu'il m'annonce un ordre nouveau, parce qu'il m'annonce le bouleversement de l'ordre établi. Voilà. Weber décrit ainsi le pouvoir charismatique comme la caractéristique d'un chef qui annonce le renversement de l'ordre nouveau et l'établissement d'un nouvel ordre qui ira bien entendu avec une prospérité nouvelle, avec des bonnes nouvelles d'une certaine manière. Ce pouvoir-là, cette légitimité de la domination est attribuée à une personne, et cette personne-là doit faire l'objet, en fonction de ses qualités singulières, particulières, de son lien particulier avec la divinité, avec la providence, sa compétence particulière, son courage particulier, peu importe, sa naissance. Et cette singularité doit être reconnue par un collège d'experts, que ce soit des experts en économie, en communication, en choses religieuses, peu importe. Dans ce mode de pouvoir, on obéit à quelqu'un parce que c'est lui, parce que c'est elle, parce qu'il promet le bouleversement de l'ordre, une nouvelle vie, un nouveau monde, un nouveau commencement. Cantate Domino, canticum novum. Et il faut que les bonnes nouvelles, sur lesquelles repose la légitimité de cette domination, se réalisent, sinon ça s'effondre. Donc c'est une domination qui est comme une espèce de feu de paille. Elle peut jaillir extrêmement vite, mais si les promesses ne sont pas réalisées, cette légitimité-là s'effondre. Quelqu'un qui dit « je suis le chef parce que je suis le chef », évidemment, si sa légitimité repose là-dessus, c'est plus solide que quelqu'un qui dit « je suis le chef parce qu'un nouveau monde va apparaître qui sera bien meilleur pour vous, vous allez voir ». Ça se comprend de soi. Donc ici, opposition. C'est l'ancien monde qui justifie le présent, c'est un futur monde qui justifie le présent. Voilà. Opposition. Le dernier, c'est le mode de domination, le mode de légitimité rationnelle de la domination. Souvent, on appelle rationnel légal, rationnel bureaucratique, légal bureaucratique. Et il décrit la chose suivante. J'obéis parce que j'ai signé en entrant. Je vous donne cette formule de manière très simple, pour que vous compreniez de manière très simple. Ce type de domination-là s'exprime lorsque on accepte la rationalité d'un système auquel on adhère, qu'on rejoint, qu'on intègre, et auquel on abandonne la prise de décision à l'avenir. C'est à la rationalité globale de l'ensemble qu'on s'abandonne. Quand bien même il s'avérerait que l'ensemble des décisions prises ne seraient pas du tout rationnelles et selon tel ou tel point de vue, c'est ce qui est revendiqué. Telle entreprise, telle usine, telle chaîne de fonctionnement est un ensemble rationnel, je signe, j'y entre. Dès lors, j'obéis au N+1, non pas parce qu'il est très ancien ou parce que c'est la tradition d'obéir au N+1, mais parce que c'est le N+1 et que dans la chaîne hiérarchique qui est proposée, j'obéis à ça. Et si le management supérieur décide de changer complètement, de passer du mode management matriciel à un mode management par projet ou par task force, j'obéirai exactement de la même manière parce que je me considère désormais comme un agent économique et technique déterminé dans une chaîne de hiérarchie dont je reconnais la rationalité. Je ne dis pas que c'est pareil sur le papier et dans la vraie vie, ça ne l'est jamais. C'est ce qui fait beaucoup souffrir au travail, l'écart entre le prescrit et le réel, mais nous dit Max Weber, voilà un idéal type qui permet de penser différents types de légitimer, la domination, c'est-à-dire la chance d'être obéi quand on émet un ordre. Alors, amusons-nous un peu.
Max Weber nous a dit attention, les idéotypes sont des abstractions, des choses qu'on ne rencontre finalement jamais, des genres d'utopie, d'utopos, non-lieu. Mais on les trouve toujours sous des formes mélangées, dans le fond. Et ça permet de jouer, de mieux comprendre les situations. Est-ce qu'il existe, par exemple, dans la vie politique française, des moments dans lesquels les individus revendiquent pour eux-mêmes les 3 types de légitimité de la domination, et si oui, comment ? À quelle occasion, dans le champ politique français, on revendique pour soi la légitimité de la domination ? Aux élections. Par exemple. Bon, alors, prenons les élections présidentielles. Faites-moi un peu le paysage. Quel genre de légitimité de la domination on manipule dans ces occasions-là ? Clarisse Bozzi. C'est la première. C'est complètement évident. Un président, une présidente, pour l'instant en France, un président, c'est quelqu'un qui vient sur la place publique et qui dit vous pouvez choisir, en fait, parce qu'ils l'ont tous dit. Le changement, c'est maintenant. C'était top. Donc il fallait faire ça. Ensemble, tout devient possible. Ça, c'était avant. Mais il y a aussi... parce que c'est notre projet. Nous le ferons. Une France plus ceci et moins cela. Oui. Voilà. Donc, un président revendique pour lui-même. On pourrait dire tous. En Ve République, structurellement, un président dit « Avec moi, un nouveau monde ». Mais est-ce qu'il ne revendique pas aussi les 2 autres légitimités de la domination ? De quelle manière ? Oui. Il y a la légitimité traditionnelle, Oui. dans le fait que depuis plusieurs siècles, depuis un siècle au moins, il y a toujours eu des élections présidentielles. Oui, bien sûr. Non, je bug parce que moi j'avais d'autres idées en tête, mais c'est très bien. Oui, et puis oui après, oui. Il fait que, en fait, ici quand il se présente, il y a personne qui va... Il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ses idées. Il y a personne qui va dire non, t'as pas le droit de te présenter parce qu'on sait qu'il y a une sorte d'ordre et de respect à avoir pour quelqu'un qui se présente. Une sorte de tradition. Oui, j'ai bien compris votre point. Donc une espèce de sacralité des candidats, pourquoi pas. Attendez. Oui, du coup, je voulais dire pour la légitimité traditionnelle, le candidat se place dans l'ordre républicain, l'ordre monarchique par exemple. Oui. Et pour la légitimité légale ou rationnelle, je dirais qu'il se place aussi dans le cadre de l'État, excellent, les décisions, si les présidents ils prendront des décisions rationnelles, je sais pas. J'allais dire que la légitimité rationnelle vient du fait que même si on ne comprend pas comment fonctionne entièrement le gouvernement, on considère que c'est une bonne chose qu'il y ait un président de la République qui prenne les décisions, que c'est rationnel. Oui, c'est un système d'efficacité en tout cas. Bon, pour y aller à grands traits simples, effectivement, le président va dire je suis républicain, je respecte le cadre républicain, dans le respect de la tradition de la Ve République, les élections présidentielles, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. On va vous dire aussi que je serai le garant de l'État et de la Constitution, la protégerai, tout ça. Par ailleurs, on n'a jamais élu des perdreaux de l'année. On n'a élu que des gens qui étaient dans le système politique depuis très longtemps. Je veux dire, M. Macron avait été secrétaire général de l'Élysée et ministre. Même le plus frais, le plus jeune, en fait, était déjà complètement dans les institutions. Littéralement, il est passé de ministre de l'économie à président de la République. Donc c'est une espèce de... Avec ce discours implicite qui consiste à dire il existe une différence de nature entre des partis de gouvernement, c'est-à-dire en gros des partis libéraux, et des partis pas de gouvernement, les partis qui ne sont pas libéraux.
eux, ils ne pourraient pas y accéder. Il y a aussi une espèce de gentille tendresse qu'on a pour des candidats dont on estime qu'ils sont des candidats de témoignage, et face auxquels voilà, on a une attitude presque intuitive, même s'il s'agit d'une intuition socialement construite, consistant à dire que jamais il tiendrait au poste. Philippe Poutou, président de la République. Mais oui, Philippe Poutou, président de la République. Mais bien sûr, Philippe, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça a de drôle? Évidemment, je conçois que ça soit drôle, mais en fait, c'est pas drôle du tout. On n'a pas du tout besoin d'un technocrate aux commandes. Je parlais récemment avec quelqu'un en rigolant et il me dit mais je sais pas, il faut qu'il se lève le matin. Ben oui, quand on travaille dans les usines chez Ford, on sait se lever le matin, c'est pas ça la question. Et effectivement, il est assez probable, je vous dis ça, je ne vais jamais voter pour le NPA, c'est pas mon parti, mais je pense parce qu'il a l'air gentil. Donc voilà, c'est gentil, vas-y, gentil, les gens gentils. Donc voilà, on a cette espèce de culture qui va décrédibiliser les gens qui ne sont pas déjà inscrits en fait dans le poste. Voilà. Et pour ce qui est de la rationalité, c'est exactement dans la même veine. C'est l'idée que rationnellement, il vaut mieux confier la complexité de la gestion administrative, de cette espèce d'hydre de complexité qu'est l'État, à des gens qui ont été dans les grandes écoles et qui sont formés pour être les meilleurs dans la gestion de ces ensembles administratifs complexes. N'est-ce pas? Donc dès lors qu'on joue sur la corde de la compétence, en fait, on joue sur la corde de la légitimité rationnelle de la domination. Il est rationnel dans ce système d'organisation de placer les personnes les plus compétentes telles qu'on peut les identifier d'une manière rationnelle. En quelque sorte, ce serait ça le chemin. Alors vous voyez que les idéotypes peuvent se compléter, peuvent se superposer, tout en étant en compétition. Je pense que c'est intéressant d'identifier les trois sources, par exemple, ces trois sources de légitimité de la domination, parce que ça peut expliquer comment, même face à la non-tenue des promesses, un socle électoral important peut être conservé à un candidat qui revendiquait pour lui-même les trois légitimités de la domination. Même si le peuple a la certitude sensible que il a perdu du pouvoir d'achat, il a subi des mesures autoritaires, il a l'impression d'avoir été désubjectivé, traité, etc. Même s'il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, même si ceci, même si cela, bon, il incarne bien la tradition. Et l'idée d'une compétence exclusive de certains corps d'État. Et donc ça va se traduire par effectivement un petit changement électoral. Il va récupérer une partie du vote LR et perdre une petite partie du vote PS, et puis il va garder un socle important dans les intentions de vote aux élections présidentielles. Je vais vous donner un exemple. On va éviter Bernard Tapie, mais on va parler d'une autre actualité sur France Info. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis 5h30 du matin, à cause de vous, j'entends parler de ça, parce que je sors de mon vélo de mon garage à 5h30 du matin. Dans la nuit normande, magnifique. Bref. Pour pas m'endormir, parce que sinon après je risque de prendre un blaireau. Ça va pas. Bref. J'entends parler du fait que monsieur Éric
de Moulin de Beaufort, quelque chose comme ça, de Moulin-Beaufort, qui est de son état président de la Conférence des évêques de France, a fait une grosse boulette. Il a dit publiquement que, même s'il y avait de la pédocriminalité dans l'Église et que un prêtre venait se confesser d'une action pédocriminelle ou qu'un enfant venait se plaindre d'un traitement criminel, eh bien ce qui était dit dans le confessionnal devait rester dans le confessionnal. Oui. Et alors, il est convoqué par le ministre de l'Intérieur, parce que c'est pas bien, et tout ça. Grosse discussion dans les médias toute la journée. Doit-on créer un secret professionnel spécifique pour les confessionnels, parce qu'il n'en existe plus pour les médecins ou pour d'autres professions, sur la pédocriminalité? Ou bien est-ce qu'il faut adapter quand même la pratique du confessionnal et dire que, oui, quand il y a des questions d'un viol d'enfant, on sort l'information du confessionnal et on la donne aux autorités compétentes. Gros débat. Alors, tiens, ça va nous permettre de définir un petit peu ce que c'est que la sociologie. Si vous posez la question du droit, vous faites du droit. Si vous posez la question de l'impact sur les élections, sur les positionnements politiques, sur ceci, sur cela, sur les groupes d'action qui sont là, vous faites de la science politique. Si vous vous posez la question de la morale, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, vous faites de la morale. Si vous vous posez la question de quelles sont les valeurs déployées par ce monsieur à ce moment-là et qui trouve écho chez un certain nombre de croyants pour maintenir la pratique telle qu'elle est, là vous faites de la sociologie à la mode Weber. Ça fait un peu la sauce Grébiche, mais peu importe. Bien. Alors ces valeurs, quelles sont-elles? C'est un ensemble. On commence par dire la confession est un sacrement, un des sacrements de la pratique catholique. C'est un échange, non pas entre un évêque ou un curé et je ne sais même pas si les curés peuvent faire la confession. Si? Quelqu'un sait ici? Si? Alors, entre un curé et un évêque et quelqu'un qui vient se confesser, entre confesseur et confessé. Entre confesseur et confessé, ou en fait c'est théoriquement entre confessé et Dieu via le ministère du confesseur. Un moment de demande de pardon et de réconciliation avec Dieu qui a comme simple intermédiaire l'homme d'église. Bon. Et tout se passe comme si, pour monsieur Moulin de Beaufort, c'était l'état des choses qui devait demeurer. On doit absolument laisser demeurer cette institution en quelque sorte immémoriale, d'une relation directe entre l'âme et Dieu, qui est d'un tout autre ordre que la relation entre la personne juridique et les autorités publiques. Bon. En d'autres termes, il a l'impression qu'on lui demande d'attaquer quelque chose de sacré, de désacraliser quelque chose, de profaner, dans le fond, ce qu'est un confessionnal. Mais c'est rigolo parce que, en fait, c'est historiquement une pratique plutôt récente, le confessionnal. C'est ce que vous savez? Tiens, parce que vous aviez une information tout à l'heure, non? Alors en fait, on commence à se confesser chez les chrétiens au moment où les pères de l'Église répandent cette pratique-là, et on est plutôt dans l'Empire romain finissant, plutôt au IVe siècle, quoi. On fait ça. 3e, 4e siècle. Et la confession à ce moment-là est une déclaration publique. On est sur la place publique et on dit ouais, j'ai péché, je me repens parce que voilà, j'ai péché, pardon. Voilà. Kyrie eleison parce que j'ai beaucoup péché. Non. Kyrie eleison, ça veut dire pitié, Seigneur. Ensuite, ça devient une pratique avec un tiers, un intervenant, voilà, un membre de l'Église, notamment pour préparer la mort. Au moment de la mort, on confesse ses péchés. Et puis ensuite, ça devient une pratique, par exemple, qu'on va faire tous les ans, à Pâques. Quelque chose de plus régulier. Et au XVIe siècle, en Italie, se développent ces petits cabanons en bois dans les églises, qu'on appelle les confessionnals.
Jésus a jamais dit vous irez au confessionnal une fois par semaine. C'est pas du tout un truc qu'on peut rapporter au temps in illo tempore, au temps de la fondation, de l'Alliance, au temps de l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une invention plutôt récente. Voilà. Oui. Mais du coup, est-ce que la confession aussi, enfin, la manière de le faire, elle n'a pas été affectée par la manière de fonctionner de la société? Parce qu'à l'époque, on criait devant tout le monde, et après, on a créé des cabanons, et du coup. Il y a quand même un écart. Oui, c'est ça. Par exemple, 1000 ans après le début de la confession, l'Église a commencé, enfin l'Église romaine, a commencé à produire des manuels de confession pour unifier la pratique et les châtiments à l'échelle de Dieu, à l'échelle de l'Europe. Ouais. Donc, si vous voulez, quand il s'est passé 1000 ans, les relations de cause à effet sont assez diffuses et assez multiples. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, même la façon de le faire dépend de la société qui le fait. Et donc, absolument. À ce moment-là, par exemple, le fait de dire qu'entre l'âme et Dieu, on ne pourrait pas justement parler de justice ou le fait de devoir, quand quelqu'un fait un acte pédophile, devrait être puni, ça devrait aussi s'inscrire, parce que finalement, c'est aussi plus ou moins un acte social d'aller se confesser. Absolument. En fait, quand une religion se confronte à son retard par rapport à l'évolution de la société, ce qui est assez courant, assez normal, parce que c'est une institution qui est particulièrement douée pour se conserver elle-même, pour ritualiser le fait de demeurer ce qu'on est et pas être devenir ce qu'on n'est pas encore. On pourrait presque dire que c'est un culte de l'établi, donc par essence c'est quelque chose qui préserve assez bien, même si des fois ça propose des choses complètement transgressives et complètement révolutionnaires. Avec les théories de Balandier, on pourrait presque dire que c'est la pratique cultuelle de l'ordre, d'un culte de l'ordre, dans le fond. Non pas d'un régime autoritaire, mais du culte de l'ordre établi. La religion, c'est en quelque sorte la partie vivante de la sacralisation de l'ordre intérieur et de l'ordre extérieur. Bon, quand une religion se confronte à son retard, en fait, elle se confronte au fait que, un truc qui est très difficile à admettre pour une religion, c'est qu'il n'y a pas de vraie religion. Elle peut tout à fait prétendre l'être. Toute religion peut revendiquer avoir mieux entendu que les autres à tel moment telle pratique religieuse. Il faut faire comme ça, et dire je suis la vraie. Du coup, il faut avoir conscience de la contradiction. Mais en réalité, elles changent sans cesse. Elles évoluent sans cesse, les religions. Et donc avoir à se souvenir de ça, pour une institution pareille, c'est très pénible. Et là, on est dans un moment donné dans lequel, c'est pas le chef des évêques, mais c'est le président de la conférence des évêques, qui est amené à dire je ne peux pas dénaturer quelque chose, je ne peux pas désacraliser quelque chose, c'est au-dessus de l'action sociale. C'est ça la vraie pratique. Vous voyez ? Il est pris la main dans le sac de ce truc, qui est... quelqu'un qui dirait c'est pas ça le vrai islam, ou c'est pas ça le vrai judaïsme, ou c'est pas ça le vrai bouddhisme, tomberait systématiquement dans la même trappe. Qui est qu'en fait, dès lors qu'on observe les religions comme des faits sociaux, alors on est obligé d'observer qu'elles se transforment sans cesse. Voilà. Qu'elles n'ont pas de stabilité dans le temps, parce qu'elles sont essentiellement liées au mode de socialisation qui les produit. Du coup, pour la personne qui va la diffuser, c'est... Enfin, je sais pas comment on dit ça, mais c'est presque un péché d'admettre ça, non ? Ça dépend. Il y a des époques où on a considéré que il était bon pour la religion d'être de son temps. Quand elle a écrit, si on reste sur les catholiques, quand des prêtres, des pontifes, etc., les théologiens ont rédigé la doctrine sociale de l'Église, littéralement, c'était pour ça. Accompagner les travailleurs à travers les révolutions industrielles et s'adapter en fonction de ça, et penser à un nouveau rôle du curé, etc., etc. Il y a eu une capacité à s'adapter, à s'ajuster, à précéder, à réagir. Parfois, les institutions sont figées et ne parviennent pas du tout à comprendre à quel point elles sont instituées en même temps qu'elles déterminent. Comprendre à quel point elles sont le fruit d'une socialisation, et elles n'arrivent plus à comprendre que normalement comment d'elles doit découler un ordre des choses. Mais voilà, parfois les institutions se bloquent. Là, elle est un peu grippée. Bon, en même temps,
l'un et l'autre. C'est un moment de crise. Parce que cette crise existe parce que l'Église a financé, commandé, organisé une étude sur elle-même qui était risquée, pour le moins. Et dont les résultats sont inavalables pour les chrétiens, enfin pour les catholiques en l'occurrence. C'est complètement insupportable. C'est vrai que c'est complètement insupportable. C'est fou. C'est-à-dire que là, on parle d'une organisation de crimes de masse. Bon. C'est pas du meurtre de masse, mais c'est du crime de masse. Bien. Comme quoi, passer des siècles à organiser la répression de la sexualité, des fois, ça déforme un peu. Ah, ça c'est gratuit, je devrais pas m'autoriser des propos pareils. Alors, on a le temps, c'est formidable. Ça donne chaud, hein ? Ouais. Voilà. On va maintenant parler un petit peu de transmission. Comme d'habitude. Thème récurrent. Alors, la transmission, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, l'acte de faire passer quelque chose de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Ça peut être du capital social, ça peut être des manières de faire, ça peut être des valeurs, ça peut être des représentations, mais typiquement, que ce soit dans un cadre éducatif, économique, symbolique, professionnel, c'est une manière de faire passer d'une génération à une autre une pratique, un état de fait, en tâchant de la maintenir intouchée, inchangée, préservée. Ça peut être tout azimut, ça peut être transmettre par exemple une religion, un amour de la littérature, un amour de la musique, une pratique professionnelle, des valeurs politiques, une façon d'avoir un réseau amical, tout azimut. Une maison, des sous. Mais en gros, ça consiste à faire passer d'une génération à l'autre, de la manière la plus inchangée possible, quelque chose. Et donc, de manière très forte, la transmission, c'est une pratique sociale qui a à voir avec la motivation traditionnelle de l'action et la légitimité traditionnelle de la domination. Et quand bien même vous souhaiteriez rompre en transmettant autre chose que ce que vous avez reçu, par exemple en changeant les contenus culturels que vous voulez transmettre d'une génération à l'autre, c'est un processus très difficile à maîtriser, tant il est en quelque sorte par essence construit pour répliquer l'ordre qui précède. C'est une fonction qui est comme élémentairement consacré à ça, au maintien de l'ordre. Je vous donne un exemple, il est anecdotique, mais il me paraît très fort et très compréhensible. Est-ce que, je refais le test, puisque je l'ai fait dans une autre classe aujourd'hui, est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît l'hymne des femmes ? Non. Bon, alors, c'est un hymne féministe qui est fait sur un air de Jean dans les camps, je crois, qui s'appelle l'hymne des marais. C'est une très jolie chanson de résistance pour les femmes, d'émancipation pour les femmes, etc. Et alors voilà. Et comme c'est un air assez lancinant et assez beau, quand ma fille était petite, des fois je lui chantais pour l'endormir. Et en me disant, comme ça elle sera féministe et tout, elle sera libre, bien.
Parce que essayer de trouver des chansons qui lui promettent pas une vie de dominé, c'est pas évident. Hein. Bon. Et alors, à un moment donné, je l'entends elle la chanter. Maintenant, elle a 2 ans et demi, elle chante des chansons, elle chante ça. Alors, nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Nous femmes esclaves. Debout, nous femmes esclaves. Et elle dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai transmis une morale d'esclave. Ah, catastrophe. Vous voyez? C'est pas voulu, j'ai voulu faire le contraire, mais comme c'était un chant de lutte contre quelque chose, ça reprenait tous les codes de ce quelque chose et pouf, c'est contaminé. Vous voyez? Bon. Alors, il se peut que nos générations soient en train de développer une société dans laquelle la transmission et corrélativement la motivation traditionnelle de l'action et la légitimité traditionnelle de la domination soient en crise. Il se peut que nous soyons dans une société dans laquelle il soit de plus en plus difficile, de plus en plus inévident de transmettre. C'est vrai que transmettre, c'est pas très disruptif, c'est pas très Startup Nation. Disruptif, ça veut littéralement dire faire éclater. Vous avez un processus de transmission, bam, on le fait éclater, nananère. Ah, vous aviez des taxis, boum, on fait l'ubérisation. C'est bien. Vous pouvez commander votre nounou sur Internet maintenant, ainsi que votre restaurant, ainsi que vos chaussures, vos livres, vos cheveux, enfin tout ce que vous voulez. Moyennant quoi, on a recréé des formes d'esclavage modernes et Amazon s'est taillé de magnifiques parts de marché. Mais youpi, célébrons avec joie le présent qui nous vient. Quoi qu'il en soit, il existe des enjeux que la société française rencontre, des problèmes que la société française rencontre, qui mobilisent immédiatement la transmission comme un enjeu, comme un problème immense et déterminant pour la survie du pays. Est-ce que vous voyez dans le champ de la vie sociale et politique et culturelle en France des domaines dans lesquels la transmission relève d'un enjeu à proprement parler vital? Oui. La transmission de l'identité, c'est souvent présenté comme l'identité française et la culture française. J'ai l'impression que c'est souvent présenté comme vital un petit peu. Ah bon. D'accord. Pourquoi pas. Mais alors c'est pour ça qu'on a construit un grand service public de la culture et qu'il y a des théâtres nationaux populaires partout qui montrent des pièces françaises, qu'on fait lire de plus en plus de littérature française aux jeunes gens et que par ailleurs on les décroche de la télé et des séries pour les emmener vers la transmission de ce qui fait l'identité. Je suis pas sûr. Je dis pas que c'est le cas, je dis que c'est présenté surtout oui, c'est possible. C'est possible. Je vous dis pas non. Je réagis simplement à votre proposition. Ouais. Dans les disciplines artistiques, peinture, musique, il y a des institutions qui ont vraiment pour but de transmettre une tradition qui existe depuis très longtemps, même si elle évolue. Quand on parle d'art classique, c'est quand même assez. Alors, je séparerais totalement deux choses. Je dirais que dans l'artisanat, c'est effectivement un enjeu très important. Pas vital pour la société, on peut très bien vivre dans une société en contreplaqué sur des LED, quoique peut-être on en mourrait, mais je ne peux pas en faire une hypothèse solide. Même si c'est son artisanat. Mais effectivement, dans l'artisanat, il y a l'idée que la transmission des savoir-faire est un enjeu vital pour l'artisanat, et par ailleurs, un enjeu parce qu'il y a une menace. Il y a une menace de disparition de savoir-faire, on voit littéralement, régulièrement, des savoir-faire disparaître. Ou être exportés à l'étranger et disparaître aussi pour des raisons d'optimisation des coûts de production. Sachant que le temps d'acquisition d'un savoir-faire est souvent si important
que quand on en a été dépossédé, le réacquérir peut prendre des décennies, et donc rendre cette réacquisition non rentable. Ce qui fait que dans un jeu économique où le calcul de la rentabilité est premier, ça devient souvent pas du tout intéressant de préserver un savoir-faire. Et on attribue à certaines grandes multinationales du luxe ou de la mode le rôle de saint patron de certains savoir-faire qui deviennent en quelque sorte absurdes, mais on va financer des plumassiers, des gens qui savent faire des brancards, des gens qui savent faire de la joaillerie fine de manière extraordinaire. Bon, effectivement, ça peut exister, mais je ne crois pas ni que sans artisanat de manière générale, ni sans plumassier, la France disparaisse. Là, je parlais d'enjeux vitaux. Après, je parlais plus de musique. Ah, pourquoi pas? De littérature. Alors, on fait des conservatoires pour tout. Ça, c'est vrai. Oui, c'était ça que je... Voilà, mais cette tendance à la muséification, elle n'a pas du tout la même vocation. Il ne s'agit pas de transmettre un savoir-faire, il s'agit de le muséifier. On ne demande pas aux gens de continuer à faire des robes comme on en faisait au XVIIe siècle. On leur montre avec un cartel qui leur explique bien comment il faut comprendre. Littéralement. Donc, on ne leur montre pas l'art du XVIIIe pour leur montrer comment faire l'art du XVIIIe. On leur montre l'art du XVIIIe pour leur montrer comment ne surtout pas faire ça. Et maintenant, faire de l'art commercial, Arte Povera, Jem Koons, ou tralala, ou tout ce que vous voulez. Donc, dans le fond, une muséification des arts, c'est effectivement un effort pour conserver, mais pas du tout pour transmettre. On transmet le souvenir d'une chose, pas la pratique. Je serais un peu cruel en disant ça, mais on peut quand même en faire l'hypothèse. Il y a dans la muséification quelque chose qui tue la pratique culturelle. Dès lors que c'est dans un musée, c'est mort, c'est dans le passé. Qu'on va continuer à transmettre, mais sous une forme chloroformisée, si vous me permettez. Non, c'est pas chloroforme que je voulais dire. C'est dans quel liquide on trempe les trucs pour qu'ils durent longtemps? Le formol, merci. Formolisé. Merci infiniment. Non. Un enjeu vital lié à la transmission. Une entité, ça collait, même si je ne suis pas tout à fait d'accord. Le langage. La langue, effectivement. Mais si on parlait javanais demain, on se porterait assez bien. Enfin, je veux dire, même si on parlait anglais, quand même, ça devrait aller. On va vivre, oui. C'est le fait de pouvoir nourrir la population? Mais non, c'est exactement le contraire. Pour nourrir la population française, pour que les agriculteurs endossent ce rôle-là, on leur a demandé d'adopter les techniques les plus modernes et de se moderniser sans cesse. Oui. J'allais dire l'enjeu de transmettre la planète. Oui, mais il s'est passé un truc qui est que, dû aux successifs rapports du GIEC et aux différentes modalités de prise de conscience de l'évolution du climat et gouvernementalité, mode d'exercice du pouvoir par rapport aux choses écologiques, il s'est passé une évolution. Il y a encore quelques décennies de ça, on pensait que c'est des problèmes pour préserver nos arrière-petits-enfants. Puis on s'est dit que c'était des problématiques pour sauver nos petits-enfants. Puis on s'est dit que ça serait nos enfants qui connaîtraient les bouleversements. Et là, en fait, on se rend compte que c'est nous. Donc, la question de transmettre un monde qui ne soit pas en décrépitude totale et en effondrement de toutes ses régularités, c'est en fait maintenir de notre vivant une régularité parce que c'est déjà en train de partir en vrille, si je puis me permettre d'utiliser un mot pas trop vulgaire pour le dire. Tout à fait. Mais dans l'écologie, il est surtout question de maintenir et de limiter. Maintenir la biodiversité, limiter les dégâts qu'on cause. Il est une toute petite partie de l'écologie où il est primordialement question de transmission. Laquelle? Dans quel champ de l'écologie on touche à des choses qui impliquent une temporalité qui nous dépasse totalement? Couche d'ozone. Non, c'est une temporalité qu'on peut maîtriser totalement. C'est à l'échelle d'une vie, la couche d'ozone. Et le nucléaire. Le nucléaire. Le nucléaire. Et alors, quel enjeu de transmission il y a au sujet du nucléaire?
Le fait qu'on ne sait pas quoi faire des déchets nucléaires. Ouais, c'est ça. Et donc, quel est le rapport avec la transmission? On ne peut pas transmettre quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est à peu près ça, mais on peut le formuler un tout petit peu différemment, vous vouliez dire. Après, je reprends la main parce qu'il nous restera que 7 minutes. Oui. Je vais dire qu'on transmet un mode de vie qui n'est pas possible sans énergie nucléaire. Ah, ça c'est intelligent, c'est vrai. C'est une vraie problématique, mais l'enjeu vital, dans le fond, ne se présente pas exactement comme ça, enfin, en tout cas tel qu'il m'est apparu. Celui que moi je veux vous proposer, l'enjeu qui est le suivant, qui est lié à une expérience professionnelle, personnelle que j'ai envie de partager avec vous. Juste petit debug de l'actualité, je peux me permettre. Ça m'excite. On vous a, si vous écoutez les chaînes d'information, un peu tambouriné les neurones il y a quelques jours, parce que M. Macron, il n'arrêtait pas de dire partout que l'avenir c'était les petits réacteurs nucléaires. Vous avez peut-être vu passer ça. Vous savez pourquoi? Ouais, non? Ben, je vous explique. En fait, c'est à cause des Australiens. Alors la situation est la suivante. Les Australiens, ils disent, ouais, t'es sous-marin, tu peux te les garder. Et alors, il est embêté, M. Macron. Alors, il va voir le président de Naval Group, qui est le chef d'un groupe en fait qui avant était public et s'appelait DCN, la Direction des Chantiers Navals, avec qui j'ai bossé il y a quelques années, je crois en 2014. Et alors, il dit, dis donc, patron de Naval Group, j'ai un problème là, parce que, bon, déjà, on passe pour des nouilles. Moi, je prépare l'élection présidentielle, j'ai l'air d'un con, ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu as sur la table pour réagir? Comment on fait pour débloquer cette situation? J'ai besoin d'un truc bien régalien, là, faut que. On reprend les manettes. Bon. Et alors l'autre, il lui dit, ah bah écoute, on a un truc, nous, c'est un projet qu'on traîne depuis 2008, mais qu'on a relancé en 2018 sous une modalité plus modeste. Ça s'appelait FlexBlue, et c'est des développements de petits SMR. Et donc en fait, c'est quoi l'idée? C'est très simple, c'est de dire, on va faire non pas des grosses centrales nucléaires, mais utiliser les sous-marins nucléaires comme centrales nucléaires. Et ça aura deux avantages. C'est mobile, donc vous pouvez les enlever, on peut les renouveler, etc. C'est petit. Donc les catastrophes sont beaucoup plus faibles s'il y a des catastrophes. C'est plus facile à protéger des terroristes parce que c'est sous l'eau, très profond, etc. Et par ailleurs, c'est formidable parce que s'il y a des tremblements de terre ou des tsunamis, genre Fukushima, en fait ça s'en fout parce que c'est sous l'eau. Et donc ils avaient ce projet-là à refourguer à quelque part. Voilà. Et là, boum, super occasion de communication. Donc il va partout répétant la bonne parole en disant on va faire des mini sous-marins, des mini réacteurs nucléaires. C'est là, c'est SMR, c'est formidable. Oui. Comment on peut transmettre de l'énergie d'un sous-marin avec un câble? Un sous-marin, il traîne un câble tout le temps? Non, le sous-marin, il va à côté d'une station sous-marine avec un câble, et voilà. Okay. Ouais. Mais le réacteur est dans le sous-marin. Oui, ok. Voilà. Et des équipes opérationnelles peuvent très rarement descendre et s'occuper des choses. C'est pas d'une innovation folle, dans le fond, les sous-marins nucléaires, c'est des petites centrales nucléaires. Bon. Ah, bah voilà, je suis content. Il reste 6 minutes, donc c'est parfait. La France produit du matériel radioactif. Bon. Des déchets radioactifs, essentiellement du combustible, et puis du matériel militaire, et puis du matériel médical. 3 types de déchets, très radioactifs, moyennement radioactifs, un peu radioactifs. Pour les déchets de haute et moyenne intensité, il faut un procédé particulier parce qu'ils ont des durées de vie qui sont extraordinairement longues. Ça dure pour certains 7 milliards d'années, pour d'autres 3 milliards d'années. Bon. Et alors on est dans un cadre juridique contraignant parce qu'on a le droit de les faire traiter à l'étranger, mais on doit les conserver nous-mêmes. C'est une régulation internationale. Donc, en gros, ça se passe pas comme ça. Nous, on traite des fois le matériel allemand, mais puis on leur renvoie après, parce que chacun doit stocker chez soi. Et stocker des déchets radioactifs, c'est difficile. Puis c'est embêtant, parce que ça produit plus tellement de valeur ajoutée, parce qu'en fait, on peut plus s'en servir. Ça rapporte pas de pognon. Par contre, c'est très dangereux pour les vies humaines. Et puis, toujours cette histoire de terrorisme, que faire si des gens volent ça et en font des armes sales? Comment faire? Donc nous, on a décidé une idée super. On s'est dit, tiens, alors on va faire au mieux, au moins pire. On va les mettre dans un endroit où il n'y a pas grand monde, qui est très pauvre. On va arroser ça d'argent. Voilà, c'est un site qui s'appelle Bure. Le site s'appelle CIGEO à Bure.
Et donc il y a une agence nationale de gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, qui est chargée, entre autres choses, d'enfouir ces déchets-là à 500 mètres de profondeur, sous une énorme couche d'argile, avec une énorme couche d'argile en dessous, et de protéger l'ensemble, de manière que ça tienne au mieux de nos connaissances actuelles. D'accord ? On en est là. Simplement, au mieux de nos connaissances actuelles, nous savons que nous ne savons pas. On sait qu'à assez court terme, on ne sait pas, par exemple, si la France, dans 150 ans, aura les capacités économiques, techniques, politiques, pour sortir un matériel pareil en cas de besoin, ou pour le protéger. Mais à d'autres échelles, si on parle de milliards d'années, on n'est même pas capable de prédire sur 10 000 ans si nous sommes capables de transmettre un message à une population dans 10 000 ans. Nous ne savons pas faire ça. Enfin, en tout cas, nous ne savons pas si nous savons le faire. Voilà. Donc en fait, l'essentiel du process qu'on a engagé là est dans l'immaîtriser. On est un peu dans la situation de, je sais pas, quelqu'un qui vous aurait dit « Oui, j'ai lu un livre, j'ai lu une ligne. Je le connais par cœur. » Ou « Je connais la recette de la tarte au citron meringuée, je sais en faire 1/100 millième. » Voilà. On est à peu près dans cette situation-là. Bon. Alors, il y a des opposants sur place qui ne sont pas d'accord, et puis il y a eu donc l'organisation d'une commission, par la Commission nationale du débat public, d'un débat public sur l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Et ça tournait en eau de boudin, parce qu'il y a eu un syndicaliste qui a dit référendum un peu fort, et la troupe de technocrates qui était là a fui immédiatement dans des voitures protégées par des policiers pour rentrer très rapidement. Je sais, j'y étais. Et alors, il y a un type d'arguments qui sont entendus, qui étaient les arguments des religieux, qui consistaient à leur dire, mais donc c'était Pax Christi, l'évêque de Troyes, quelques autres évêques qui s'étaient joints pour dire, mais écoutez, vous êtes dans un temps sacré, hein, vous êtes dans un temps, il y a 1 milliard d'années, c'est un temps divin, c'est pas un temps humain, et en fait vous êtes dans une action qui est complètement délirante, une volonté qui est complètement délirante. Vous ne maîtrisez rien de ce que vous faites, il faut commencer par ça, il faut commencer par reconnaître ça. Et sans quoi ils avaient matériellement raison. Ils y ont été sensibles. Et ce qu'ils ont fait, c'est complètement fou. C'est un observatoire perpétuel de la biodiversité à Bure. Donc en fait, c'est des capteurs qui mesurent le nombre de rossignols, de colibris, de limaces, de feuilles, le taux de radioactivité, seconde après seconde. Donc c'est un machin qui mesure le présent, le pur présent, et qui a une durée de vie toute petite. Est-ce qu'il a existé dans l'histoire de l'humanité des institutions qui se sont prétendues immortelles ou qui ont visé l'immortalité, qui ont visé la durée infinie? Oui. Et il y en a une que je voudrais aborder dans la dernière minute, dont on a déjà parlé à propos de la notion de personne. C'est le Sénat romain dans sa première forme, dans les toutes premières décennies de la République romaine. C'est vraiment la naissance du Sénat. Donc la persona, en latin, quand on vous l'apprend trop vite, on vous dit que c'est un masque. Le masque que les acteurs romains mettaient au théâtre. En fait, au début, c'est un masque que portent dans certaines cérémonies religieuses, qu'elles se vouent à elles-mêmes, les principales familles romaines, celles qui bientôt vont constituer le Sénat. Et le masque représente en quelque sorte les ancêtres. Bon. Et c'est ça qu'on porte au début dans des cérémonies religieuses. Ça désigne ensuite l'individu qui se présente au Sénat et qui est toujours le même. De génération en génération, c'est toujours la même personne, le même personnage, qui parle la même personnalité, qui représente la gens, la totalité de la famille. Et c'est au nom de ça qu'on appartient au Sénat. Ce faisant, vous avez là une assemblée qui se réunit et qui, génération après génération, rassemble toujours les mêmes personnes. Vous voyez, c'est ce type de savoir-faire, il me semble, qu'il faudrait être capable de mobiliser, créer une institution qui se donne essentiellement pour but de se perpétuer pour accomplir sa mission, qui est maintenir un savoir, le plan, 2, comment on fait, quels sont les dangers, et enfin, les dangers immenses qu'il y a dans les limitations de la volonté humaine et les projets technocratiques complètement fous. Voilà. Sur ce, j'ai terminé. Bonne semaine. Pour la semaine prochaine, vous lisez Le savant et le politique dans le manuel, ou la science comme vocation si vous n'avez pas le manuel. C'est le même texte. Et pour ceux qui ont le courage, vous lisez aussi l'extrait de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. On fera un bloc. Salut tes joies.